Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour l'épisode de la lumière pop de la semaine, centré sur la semaine 25 de cette année 2026, qui va donc parler des différentes œuvres que j'ai découvertes entre le 15 et le 21 juin. Semaine sous le signe de Pixar, de deux sorties manga et de la continuation de notre rattrapage de Space Brothers. Ça va être dans les semaines pendant un petit moment, on va pas se le cacher. Parce que même dans les temps présents, on voit le trou ici dans la Mangatech, le reste est là, j'en ai lu 27 du coup sur 45. On a encore un petit peu de marge. Voilà. Cinquième épisode de notre petit sprint de rattrapage, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Bon visionnage. Tout d'abord, j'ai enfin été remis sur les rails du cinéma. C'est dire que là, le film dont je vais parler, je l'ai regardé le 16 juin, donc quasiment à la mi-année. Avant ce film, donc en 5 mois et demi, j'ai vu 6 films, à peu près donc un par mois. Et depuis, j'en ai vu, en comptant celui-là, 8. Parce que, donc ça, je l'ai un peu regardé de manière différée, dira-t-on, pour rattraper un Pixar que je n'avais pas vu. Mais depuis cette semaine-là, dont on parlera après, je suis allé au cinéma toutes les semaines, tous les mercredis, vu que j'étais pas mal dispo. Comme ça, la première séance pour la sortie d'un film qui m'a intéressé. Ça aurait été pertinent, hein, si j'avais sorti les épisodes en temps et en heure. J'aurais pu être un peu dans l'actualité. Là, ça le sera un peu moins. C'est pas très grave. Ou alors, rattraper des films en salle que j'avais ratés et qui me faisaient envie. Mais avant ça, avant de parler du film qui m'a relancé là-dedans, qui va donc être le prochain sur la liste, j'ai rattrapé Jumpers, parce que j'aime globalement beaucoup les travaux de Pixar, même si la bonne poignée de dernier, c'est un peu plus personnel, moins grandiose, mais plutôt bien et touchant à chaque fois quand même. Et j'étais passé à côté de Jumpers, j'étais pas allé au cinéma, mais c'est une période dans laquelle j'allais pas beaucoup. Et au final, on a un Pixar plutôt mignon, comme d'habitude, où on n'a pas grand chose, où c'est simple, mais c'est très ok et plutôt agréable à regarder. Parce que c'est quand même rythmé, ça c'est sûr. Après, comme beaucoup de films avec des animaux, c'est évidemment sur les thématiques de l'environnement, du capitalisme qui détruit ça, de la politique. C'est plutôt du déjà vu, mais ça marche bien. C'est une plutôt belle histoire d'amitié entre une jeune qui n'a pas beaucoup d'amis et qui compte surtout sur une réserve naturelle parce que c'est son lien avec sa grand-mère et sa seule famille. Et donc son amitié avec le roi des animaux terrestres qui n'est autre qu'un castor. Et c'est vraiment une amitié qui se crée entre eux, avec le classique découverte, appréciation, gros conflits et grosses complications en apprenant la vérité, et réparation et amitié plus forte une fois que ça a été avalé. Ça marche bien. Les différents rois des animaux, ça marche bien aussi. Donc en fonction des différents grands genres d'animaux. Insectes, poissons, reptiles, batraciens, mammifères. Et j'aime beaucoup comment les rôles de roi et de reine sont distribués, peuvent s'hériter, ou sont juste un peu décidés à la va-vite en mode bon, c'est lui votre roi quoi. Malheureusement, ça fait un peu prétexte pour forcer le conflit, parce qu'il y a un seul de ces rois qui est vraiment en colère à cause d'une petite erreur à la con, et surtout de beaucoup de vengeance auprès des humains. Ça, c'est plus justifié. Mais la goutte d'eau qui fait déborder ça, c'est un petit peu maladroit. C'est pour justifier que l'attaque arrive
pile maintenant, mais c'est maladroit à comment c'est amené. Et c'est dommage, parce que les personnages sont dans la compréhension des autres espèces, dans l'écoute, tout ça pour essayer d'honorer sa grand-mère. Donc c'est faire quelque chose d'altruiste dans un but purement égoïste à la base, mais en même temps, bah, c'est pour le bien de tous les animaux derrière, sans apporter beaucoup de négativité aux humains, parce que le but c'est juste de construire une autoroute autour de la ville pour être réélu. Et ça marche bien. Ça utilise bien les animaux dans les différents plans et dans les différents sauvetages, notamment avec le gros assassin légendaire qu'ils envoient, qui est plutôt drôle et qui fonctionne très bien, parce que c'est pas un animal que tu t'attends à voir dans cet environnement-là, dira-t-on. Voilà. Et après, bah, c'est rigolo de voir les rapports de force être mélangés, alternés, voire complètement annulés, notamment entre les insectes et les humains. Et par contre, gros souci avec la fin, hein. C'est touchant visuellement, ça marche très bien, avec ce gros sauvetage final, avec ce plan, avec le barrage, mais c'est rushé de fou, hein. On passe d'animaux qui sont très méfiants, voire extrêmement en colère, à raison, contre les humains, à les animaux qui sacrifient leur propre habitat pour sauver les humains, juste grâce à une seule bonne humaine. Alors, c'est sans doute lié à la phrase de «Ça sert à rien que moi je fasse des efforts tout seul de mon côté», parce que, bah, c'est ensemble qu'on pollue, surtout les grosses entreprises. Donc ça a du sens que montrer que même les actions d'une seule personne peuvent changer les choses, mais du coup ça rend le truc, facile et rushé, quoi. Voilà, et au final, ben, c'est un peu le Pixar actuel. C'est rythmé, il y a pas de soucis, profonds, ça passe très bien, mais il y a pas non plus de passages exceptionnels et marquants, et il y a des petites erreurs par-ci par-là. C'est plus maladroit. C'est sans doute plus touchant et plus perso, mais c'est moins grandiose et un peu plus maladroit. Après, je les prends toujours volontiers, hein, évidemment. Ah! Ensuite, j'ai lu le volume 5 de Space Browsers, avec la fin de l'épreuve de sélection dans les caissons d'isolation. Et c'est un volume donc plein de suspense autour des résultats. Parce que, bah, comme l'ont dit les candidats dans le volume précédent, c'est pas forcément parce qu'ils sont désignés par leurs camarades que c'est fait. Et inversement, c'est pas parce qu'ils le sont pas que c'est perdu. Donc, tous les groupes choisissent leur méthode pour désigner les deux. Dans le groupe qu'on suit avec Muta, c'est compliqué. Le petit Yassan a annoncé qu'il avait noté les résultats partout, comme l'avait fait l'autre groupe, et annonce qu'il est bon dernier. C'est courageux d'assumer ça et ça change bien. Ça montre bien son évolution depuis le début, c'est très cool. Mais surtout, ça se termine sur Muta qui propose un Shifumi pour se partager de manière égalitaire parce que bah, tout le monde a ses qualités propres qui peuvent être toutes recherchées par les astronautes. Et grâce à ça, c'est le seul groupe qui arrive à s'en sortir en s'aimant. Et ça marche bien. Groupe très touchant, en espérant qu'ils puissent chacun poursuivre leur rêve et se revoir, même si bah, ils peuvent pas passer tous les 5. On a Yassan qui assume son échec et qui rencontre un ingénieur qui le fait rêver depuis tout petit et qui lui a permis de continuer à rêver, puisque bah, c'est un ingénieur qui a prévu une combinaison plus petite et extensible pour les plus petits gabarits, parce que sinon les petits étaient limités dans leur parcours. Donc ça c'est cool de voir des gabarits différents être mis en avant, de voir des rêves possibles grâce à ça, et de voir le sujet global être traité. On a un gros suspense sur le passage de 2 personnages importants, parce qu'il reste 3 places en plus des 6 choisis. Et on nous fait un gros suspense, parce qu'à la base c'était que 2 places, mais il y en a un qui se désiste, qui était pris, donc ça fait à nouveau 3 places. Et donc ils pensaient que c'était l'autre qui était pris parce qu'il est meilleur, mais ils sont pris tous les deux, et c'est trop mignon, parce que leur amitié, elle est gigantesque,
ils se mettent en dessous de l'autre, tous les deux, en mode non, mais c'est lui qui mérite et qui l'a eu de toute façon. Alors que les deux l'ont eu, ça marche trop bien. Et oui, il y a plein de sujets. Un mec s'est barré parce qu'il veut prendre l'indépendance par rapport à son père. Astronaute, c'était pas vraiment son rêve. Plus, il a eu peur avec la vidéo de Brian. Ça marche bien. Et également, le passage avec Serika et la tombe de son père, c'est extrêmement touchant. Et c'est un volume extrêmement chargé du côté du Japon, hein, avec la création du résultat, son attente et les rebondissements autour de la réponse. Plus plein de sujets autour, hein, les petits astronautes, les ingénieurs, le fait que ça fasse pas rêver tout le monde non plus être astronaute, alors qu'on peut travailler dans l'espace pour d'autres façons. L'amitié Muta Kenji, Serika et son père. Mais c'est pas fini, parce que une fois aux États-Unis, il y a des bons sujets aussi, des trucs un peu à la con, qui font toujours des bons parallèles, et qui marchent trop bien visuellement et sont mémorables. Muta tond la pelouse avec une grosse machine, au même moment où Ibito conduit une machine qui est censée prendre le sable lunaire, dira-t-on, pour le mettre sur la base, et les deux font littéralement la même chose en même temps. Ça marche bien, c'est mignon. Et on utilise un astronaute japonais important qui a une relation bizarre et compliquée avec Ibito, de jalousie, de respect et un peu de mutisme. À voir comment ça va aller. Mais c'était encore une fois un tome excellent. Tour de plein de sujets, suspense, humain, rêve, exceptionnel. Encore un S. Ensuite, j'ai vu Toy Story 5. Et oui, c'est ce film-là qui m'a relancé dans le cinéma pour me faire aller régulièrement toutes les semaines. Parce que je suis un très grand fan de Toy Story. Comme peut peut-être l'indiquer cette peluche que j'ai achetée à Disneyland quand j'avais genre 19 ans, je crois. Parce que j'ai vu le 4 uniquement à sa sortie, le 3 aussi je crois, mais les 1 et 2 un peu plus de fois. Et juste pour le rire, parce que c'est hilarant, je me suis refait les 4 précédents, les 4 jours avant cette séance-là. Le 1 a un peu vieilli, visuellement surtout, mais ça devait être une sacrée claque visuelle à l'époque, sacrée révolution. Et il est plutôt efficace et il marche bien. Le 2 est très drôle, très prenant et sacrément réussi. Le 3 est exceptionnel. Oh, j'ai tellement chialé à la fin. Il m'a éclaté la gueule à plusieurs reprises. Bien plus que quand je l'ai découvert quand j'avais 10 ans. Entre le feu, Bonnie à la fin et scène que j'avais pas vu venir, le moment où Andy part de chez lui, où j'ai douillé. Et le 4, c'était moins bien que dans mes souvenirs. Je sais qu'il a pas une très bonne presse, mais j'ai passé un bon moment en le voyant au cinéma. Et là, en enchaînant, c'était un peu vide. Buzz qui devient extrêmement con pour rien. Magnifique le film par contre, magnifique. Mais un peu fun, tu vois, mais c'est un peu vide et pas très passionnant. Bref, pour le 5, on s'était arrêté sur le teasing de Madame Fourchette, qui a le droit à quand même une phrase dans le film. Extrêmement intéressant. Non. Je trouve le film moins beau que le 4, et ça c'est un peu triste. Les jeux de lumière, d'eau, de décor sont splendides dans le 4. Là, dans le 5, il n'y a rien qui m'a marqué la rétine. C'est beau, hein, tu vois, mais c'est pas magnifique. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs styles graphiques, euh, notamment avec les séances de jeu, ça change bien et c'est ce qui limite le plus mémorable niveau visuel, le fait que ça change, mais c'est en deçà de ce qu'on a pu avoir. Et le film est sympa, comme le 4, mais vu la saga, c'est dommage d'être juste sympa. C'est cool qu'on revienne sur Jesse et qu'on termine enfin son parcours, parce que ça a été commencé dans le 2 avec sa peur de l'abandon.
Ça a été important dans le 3 parce que c'était un nouvel abandon en cours. Là, elle a failli se prendre un troisième sur la gueule. Ça commence à piquer niveau peur de l'abandon. Donc, elle transfère tout ce qu'elle peut constamment sur Bonnie pour l'aider. Bonnie qui subit un gros harcèlement dans son univers parce qu'elle est en décalage. Elle est là, elle joue avec des jouets trop bizarres, alors que tout le monde joue à des écrans en fait. Grosse folle, du coup tout le monde te déteste. Et mec, c'est horrible ce qui lui arrive. Ses amis ne lui parlent que quand elle joue avec eux. Elle l'invite que pour jouer. Elles font un cache-cache et elle la cherche pas. Donc bah évidemment, elle est perdue, elle est triste, elle fait tout mal. Et t'as encore des abrutis sur internet dans le vrai monde qui la harcèlent pour de vrai. En mode, oui, Bonnie c'est une grosse merde, Woody est parti, elle en a rien à foutre, là elle ignore les jouets. Et toi, c'est une gamine de 8 ans qui est face à des vieux jouets qu'on lui a passés. Certes, on lui a expliqué qu'ils étaient importants, mais pour elle, elles le sont pas forcément. Parce qu'ils commencent à être vieux, et parce que bah les gens changent. Puis elle se fait harceler et tout, c'est très touchant. Et les gens se oh là, c'est vraiment le pire personnage qui a existé, le pire méchant de Toy Story. Et c'est affreux. Je pense que malheureusement, la solution à ce problème serait qu'elle se greffe un pénis. Et là, tout de suite, le personnage serait normal. Pour eux, je suppose. Mais ça fait chier. Ce monde de merde dans lequel on vit. Bref. Et donc, dans cette guerre contre l'écran qui omnibule Bonnie, Jessie part en voyage, retourne à ses origines, un peu de manière forcée, mais on prend parce que c'est important pour elle et pour la faire évoluer. Et le gros plot twist près de son arbre où elle avait été abandonnée marche très bien. C'est touchant, c'est bien vu. C'est bizarre de faire ça, mais ça marche bien. Et ça aide beaucoup avec sa peur de l'abandon. Mais le film est pas boomer sur la technologie, donc ça va. Oui, au début, ça montre que plus aucun enfant ne joue, ils sont tous sur leur écran. C'est terrifiant et c'est vrai. C'est utile pour rapprocher les gens, mais il faut juste que ce soit pour rapprocher. Pas que ça soit uniquement le cas, et quand il y a du vrai, bah ça n'existe pas. Ça marche bien, c'est pertinent, c'est un outil, ok. Par contre, du coup, j'ai quelques soucis. Euh, je trouve que c'est très facile, tout ce qui touche au traitement de la vilaine tablette et de son passage en tant qu'amie. Parce qu'elle est vilaine, très vilaine, en mode oui, c'est moi qui sais ce qui est bon pour Bonnie, vous servez à rien. Après, elle se rate une fois, elle fait ok, j'avais tort, je me casse, je me sacrifie. Un peu. Un peu abusé, doucement, tablette. Autre souci, l'armée de Buzz l'éclair, donc qui est littéralement l'élément qui ouvre le film. Il me semble que dans les 4 autres, c'est les scènes de jeu qui ouvrent. Là, c'est une scène sur une armée de Buzz l'éclair technologique échouée sur une île qui se rassemble. Et ils ne servent à rien. On les suit plusieurs fois de leur côté, sans que ça ait lien avec l'histoire. Et à la fin, ils suivent avec l'aimant de Jessie et les sortent d'une situation. Et t'es en mode, tout ça pour ça? Peut-être que t'aurais pu, genre, prendre le temps de faire évoluer la tablette, t'aurais pu prendre le temps de faire rendre les jouets un peu plus utiles que juste Jessie et 2-3 nouveaux jouets technologiques à la con. Peut-être. D'autant plus que ça aurait dû être eux, les méchants à la base. Je sais pas si ça aurait été mieux, si ça aurait été plus pertinent au niveau du propos, mais là, pour le coup, ils les ont juste gardés parce qu'ils les avaient créés, quoi. Autre souci, c'est avec Woody, qui reviennent, pourquoi pas, mais revenir juste pour être en compétition masculine à la con avec Buzz, c'était pas nécessaire. J'aurais pu m'en passer très bien de Woody. Toy Story, c'est pas que Woody. Notamment le 3, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Et Buzz qui est ok. Il suit de loin, il veut aider Jessie, il veut être son assistant, il est pas content quand il l'est pas vraiment, et il a une belle fin. Ok, ça aurait pu être pertinent, en mettant par exemple, je sais pas, en comparaison ou en conflit, avec genre une armée de lui-même plus technologique, mais il a fallu le mettre dans le film quoi, et s'en servir. Et c'est pour ça que c'est en deçà.
C'est en deçà de la trilogie, comme le 4. C'est cool à voir, tu vois, mais c'est moins nécessaire, moins forcément marquant, parce qu'il y a des plus grosses maladresses, ce que je disais, pour Jumpers. Voilà, donc mon classement serait 3-2-1 et 4-5 à égalité, je serais pas trop les départager. Notamment à cause du fait que j'ai été un peu déçu au second visionnage du 4. Je l'aurais pas revu récemment, le 4 aurait été au-dessus. Même au-dessus du 1, je pense. Voilà. Ah, bien sûr, je l'ai oublié. Hop là, la petite pause d'un jour et demi dans l'enregistrement encore. Petit repas familial. Grosse séance d'escalade de 5 heures. Parce que je vais pas pouvoir en faire pendant quelques temps. Et principalement dans des blocs difficiles. Donc je suis content de ce que j'ai pu sortir ou faire, mais le corps l'a un peu senti et j'ai passé ma matinée à être zombifié. Ça, puis coiffeur, évidemment, ça se voit. Et, euh, et tranquille, quoi. Parce qu'évidemment, à partir du moment où je commence à ne rien faire, j'ai la flemme de m'arrêter. Mais bon, là, je viens de lancer. Je vais faire les 5 œufs qui restent. Et on aura fini cette semaine 25. On aura fait quand même 5 épisodes sur les 11 que j'aurais voulu bosser. Après, il reste encore du temps. Bref, ensuite, j'ai lu le volume 6 de Space Brothers. Les 9 candidats qui ont été pris se dirigent tous vers Houston parce que c'est la NASA qui se réserve le droit d'analyser encore plus les aspirants astronautes et d'éliminer ceux qui ne leur plaisent pas assez. On découvre un quatrième astronaute japonais. Pourquoi je dis quatrième? Techniquement, on a Ibito, Azuma et lui, Murasaki. Donc c'est le troisième. Qui a l'air d'être plutôt dans la rigolade et dans le fait de ne pas prendre les choses au sérieux. Par exemple, il reprend le test de retirer une vis dans la chaise pendant l'entretien pour voir la réaction des gens, sauf que il a juste pété la chaise. C'est du gag et ça montre qu'il y a quand même des caractères et des personnages bien différents au sein de la NASA et au sein des personnages qui ont été choisis pour être astronautes. Et le but de cette étape, c'est surtout de discuter avec les vrais astronautes actuels pour voir comment les caractères fonctionnent ensemble et voir si une cohabitation est possible, si elle est facile, si elle est agréable. C'est un sujet bienvenu et plutôt logique. T'as beau avoir les connaissances qu'il faut, avoir le courage qu'il faut, si tu t'insères mal avec les autres parce que t'es égoïste, que tu penses qu'à toi et que tu penses que les autres sont inutiles, c'est pertinent. Et on a le droit à un premier test de découverte avec Azuma, qui donc semble avoir une relation plutôt compliquée avec Ibito, mais il aime bien les deux frères japonais, parce que comme lui, ils ont aussi la question fatidique de est-ce que vous êtes prêt à mourir pour la mission? Et c'est une question importante et différente de est-ce que vous avez conscience des risques? Et oui, parce que être prêt à mourir, c'est différent. Si t'es prêt à mourir, tu vas peut-être vouloir faire un sacrifice héroïque, tu vas peut-être abandonner plus facilement ou quoi. Alors si tu n'es pas prêt à mourir, tu vas pouvoir chercher des solutions sans risque, tu vas pouvoir sortir des idées et de l'énergie jusqu'à la dernière seconde, et être beaucoup plus pertinent. Et ça marche bien comme question pour les lier tous les trois. On découvre un flashback important pour la relation des deux frères également, où ils se faisaient harceler pour avoir dit qu'ils avaient vu un ovni, et pour être un peu bizarre. On a Muta qui cache un peu la situation pour protéger son frère, et son frère qui va recréer le moment de la découverte de l'ovni, mais ça se voit que c'est extrêmement fake. Ça règle pas vraiment le problème, mais voilà, les deux frères se battent l'un pour l'autre à chaque fois de manière un peu cachée, et c'est très cool à voir. Le lancement se lance vers la fin du volume. Personne n'est rassuré, forcément. On se fait confiance, hein, les uns les autres, en la qualité de la fusée et tout ça, mais personne n'est réellement rassuré.
Et surtout, on voit que Emuta et la météo sont plutôt mitigés. Hein, t'es heureux de voir ton frère partir, t'es deg de rester derrière, t'es heureux de voir le reste réalisé, t'es deg de voir tout le chemin qui te reste à parcourir, ainsi de suite. Tu es 100% mitigé et c'est quelque chose d'important de montrer tous ces sentiments-là. Heureusement, on peut compter sur la découverte de Daniel Young, qui est un mec qui traînait là, son lieu proche du lancement, et son état d'esprit qui permet de libérer Muta et la météo. Volume bien chargé, plein de trucs très cool. On n'est pas sur du parfait, je pourrais pas vous dire ce qu'il a manqué ou ce qu'il y avait de trop. Et je crois qu'il manquait juste un grand moment marquant ou un truc comme ça. Mais c'était quand même très bon. Parce qu'il y a toujours plein de sujets hyper intéressants, complexes et pas vus qui arrivent et qui sont agréables à découvrir. Là, ça serait le flashback et la question sur le fait d'être prêt à mourir qui me viennent en tête, je pense. Voilà. Ah, ensuite, j'ai lu le volume 34 déjà de One Punch Man. Et hey, c'était pas mauvais pour du One Punch Man. C'est bizarre. Parce que là, c'est le 27e volume de cette seconde saga. Et le je ne sais pas combien de cette attaque finale dans le gang des monstres. Et quasiment le 27e aussi de volume qui parle de Garo. Peut-être que c'est un peu long et pas efficace. Et c'est pour ça que quand on a un volume ok, dira-t-on, bah c'est surprenant maintenant. Parce qu'on a le combat final entre Garo et Saitama, enfin, et il fonctionne étrangement bien. Le combat est débile, il va sur Jupiter, il va sur plein de planètes, c'est très marquant à voir. Notamment parce que les dessins de l'espace et leurs décors donc sont absolument magnifiques. Les passes d'armes sont stupides et s'enchaînent à un rythme effréné, avec des planètes qui sont soulevées, avec des frappes qui viennent d'absolument partout, avec le fait d'utiliser les trous noirs pour attaquer un peu dans tous les sens, avec le fait de tenir les trous noirs pour, pour bloquer ton adversaire, le fait que les deux personnages se copient mutuellement pour évoluer exponentiellement, et même du côté de Saitama, il évolue, mais genre immensément vite, qui fait que même un simple éternuement devient une immense attaque destructrice. C'est con, mais ça marche bien. Voilà. Et au terme d'une énième discussion entre deux passes d'armes, Garo finit par retrouver la raison grâce à Falo qui est mort. Ça a du sens vu que c'était son seul lien humain qu'il y avait depuis le début. Donc là, il y a pas de surprise. Et pour essayer de réparer ses bêtises, il se sert de la force et des techniques qu'il a gagnées pour les donner à quelqu'un d'encore plus fort pour remonter dans le temps, bien évidemment. C'est facile, mais en même temps, bah, ça a du sens avec la transmission de pouvoir, d'idées et de combats qu'il a utilisé depuis le début et qui passe à son tour pour montrer son évolution. Là-dessus, c'est bien écrit. Et comme ça, ben, Saitama peut sauver la situation dès la fusion première de Garo. Et ben, personne ne le sait qu'il a fait une action de fou. Personne ne sait que la situation aurait été bien pire sans ça. Personne ne sait que c'est lui qui l'a fait. Le seul qui le voit, c'est Genos, comme d'habitude, parce qu'il faut quand même pas faire avancer Saitama dans les rangs des héros. Hein. Voilà. Et après, on a des conclusions mignonnes entre Garo et son maître, entre Garo et Falo. Ça marche bien. C'est facile pour 25 volumes de plonger de plus en plus loin dans l'erreur et les bêtises. C'est facile qu'ils s'en sortent aussi facilement, mais en prenant que ce volume-là, c'est efficace. Le combat est propre, la transmission de pouvoir marche bien, la conclusion aussi. Et franchement, l'arc aurait duré, je sais pas, 20 tomes de moins, le volume aurait été super. Là, pour sa conclusion de 27 volumes,
c'est léger et facile. Et bon, j'ai envie de te dire, enfin, on va pouvoir passer à autre chose normalement, en espérant que ce soit plus efficace et plus intéressant au global que cette longue partie, qui pour moi était plutôt ok jusqu'au tournoi d'arts martiaux compris, et qui après est devenue très longue et pas très intéressante. À voir pour la suite, peut-être qu'il y a encore un peu d'espoir d'avoir des éléments bien, des fois en lisant ce manga. B. Ensuite, j'ai lu le volume 7 de Space Brothers. On a quelque chose de très nouveau et de très joli visuellement, parce que on assiste au décollage de la fusée qui contient Ibito et son équipe. On a la puissance du mouvement et de l'avancée. On a la beauté du moment et du décor en général. Et surtout, on a l'espace. Un personnage important du manga, vu qu'il fait pour moitié partie du titre. Et donc, plutôt important. J'ai écrit. Ah, ok, longue route pour Speed, je l'ai. Waouh, c'est en réfléchissant que j'ai retrouvé. Le passage du décollage de la fusée à l'espace, c'est affaire de quelques minutes si je ne m'abuse. Après avoir tracé une longue route qui a pris plusieurs années pour être pris en tant qu'astronaute, pour être pris sur une mission. Et ça crée un gros décalage qui est joli pour les astronautes. On voit les regards de très nombreux personnages tournés vers la Lune, gros astre brillant, plein de rêves, et vers qui Ibito est en train de voguer. Et justement, le suivre, c'est limite désagréable. Il est trop parfait. Il est pas malade, il veut tout faire, tout ce qu'il fait ça marche, il sauve tout en une seconde. C'est un peu facile, mais c'est le caractère des personnages, d'être trop fort et d'être en avance. Et par exemple, ils arrivent sur une des pièces dans un autre vaisseau qui était en l'air qu'ils attendaient. Ils ont peur de pas avoir d'air, la plupart de ses potes, donc retirent pas leur casque. Et lui, il retire toutes ses combinaisons en une seconde. En mode, allez, on y va. Parce qu'il a confiance en tout, il est optimiste et il sait ce qu'il fait. C'est un peu trop, mais ça marche bien. Il a quand même un point qui le freine, donc c'est sa relation avec Azuma qui est compliquée. Et Muta profite de ce moment-là pour parler à Azuma, découvrir sa famille, comprendre le contexte, comprendre que être le premier astronaute japonais que tout le monde attend, ça a créé une pression de zinzin, et qu'il est content de pouvoir la relâcher en laissant Ibito être en avant parce qu'il le considère comme moins sensible à ça. Et donc Muta lui dit, leur relation va bien. Du coup Ibito est léger, peut faire ses premiers pas sur la lune, sauter comme un idiot, sortir une phrase d'idiot. C'est Ibito, il est touchant quand il le vit à ce point-là. Et j'ai fini par Kenji peut agrandir le monde grâce à sa femme. Ok, oui. On a un flashback de Kenji à son boulot. Il était dans une petite boîte, un boulot de bureau tranquille, dans une combinaison grise. Il se faisait un peu chier, mais c'est sa femme qui l'a relancé sur la route de ses rêves en lui disant bah ok, on va avoir un enfant, ok, t'auras plus un métier stable, mais bon bah faut que tu sois heureux un moment, donc essaye. Et grâce à ça, il a une super jolie combi bleue et un monde beaucoup plus ouvert. Voilà. Pour le coup, c'est un volume pas très chargé, il n'y a pas beaucoup de sujets différents, contrairement au volume précédent. Littéralement juste le voyage de Hibito, ses premiers pas, Muta et Azuma pardon, qui libèrent la relation avec Hibito, et un petit flashback de Kenji. C'est rapide, c'est efficace. Un chouille emmerdant sur tout le début où c'est que Hibito parfait, Hibito parfait, Hibito parfait. Et il reste de sa troupe qui est en mode Gneu gneu gneu, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour le reste, très beau début de voyage. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 33 de Blue Lock et j'ai été perturbé. J'étais persuadé que c'était dans ce volume-là qu'on avait enfin la fin de l'extrêmement long arc de la Neo Egoist League, avec enfin le troisième match de l'équipe d'Izagi terminé
et l'annonce des résultats et donc de l'équipe pour le mondial. Et en fait, le match se termine bien, mais on n'a pas les résultats tout de suite. Ce qui fait que j'ai été un peu perturbé et que le match dure plus longtemps que ce que je pensais. On est face à une très longue fin de match. Parce qu'on a ce volume-là entier pour marquer le dernier but. Et il me semble qu'il n'y a pas eu de but non plus dans le précédent. Ce qui fait 2 volumes entiers pour marquer un but. C'est le dernier de l'arc, il y a beaucoup de choses à traiter, mais c'est très long. Là, ça se voit, c'est un peu artificiellement long. On voit un nombre d'allers-retours immense entre les buts des deux équipes. C'est un peu ridicule d'en avoir autant. Alors pourtant, il y a quand même des trucs intéressants dans ce qui se passe. Et c'est fou qu'il y ait des éléments qui marchent encore après tout ce temps. On a le duo Izagi et Kaiser qui se met en place, comme teasé à la fin du volume précédent, avec enfin un gros réveil des stratèges, qui sont plus juste en mode oh, les génies sont largement au-dessus, font des coups de fou, on ne peut rien faire. Alors que c'est littéralement eux, les stratèges, qui portent les mouvements et l'évolution du match, en réfléchissant à des nouveaux plans et en créant des nouvelles opportunités. On assiste à la fin d'un personnage qui a été introduit dans le volume 1, qui a eu le droit à sa première chance dans le volume précédent, et qui voit que c'est très vite arrêté dans ce volume-là, et que donc son voyage va forcément s'arrêter. Il est détruit, on le remercie pour son passage, et pour l'importance qu'il a eu pour Izagi. C'est pas touchant, parce que le personnage, on s'en fout, mais ça fait un petit truc quand même, parce que ça fait 33 tomes. Kaiser tente tout de même d'aller vers son dernier but en utilisant Ness, mais Ness finalement c'est le seul qui n'a pas été détruit et qui ne s'est pas reconstruit. Tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est faire des passes à Kaiser sans ne rien changer. Donc quand tout le monde continue d'évoluer et d'aller plus loin, il est largement à la traîne et il n'y a pas autant de un boulet. Ensuite, on a les trucs un peu relous qui créent les allers-retours pour rien. On a un plan avec 2 stratèges inédits qui se renouvellent tout le temps, Kaiser et Izagi. Et Rin arrive à les contrer et les arrêter plusieurs fois au dernier moment, uniquement, et c'est écrit comme ça, parce que son physique est supérieur. On avait saisi la différence entre génie et stratège. C'est surtout pour allonger le match et pour mettre le cliffhanger au bon endroit, on dirait bien. Et ça fait que cette partie-là est un peu relou. Ça raconte pas grand-chose sur Rin, ça raconte pas grand-chose sur les difficultés. C'est un petit peu dommage. Alors que on assiste encore à une nouvelle évolution de Kaiser, qui se sert des éléments qu'il détestait de son passé pour évoluer, aller plus loin et se servir de ça dans le match. Ce qui est littéralement le pouvoir de Izagi qu'il a fait avec tout le monde de son équipe. Ça marche bien, c'est touchant. Et Izagi met le coup final en croyant en nouveau à Ness, que tout le monde avait oublié. C'est pertinent, ça marche bien sur le pouvoir monstrueux d'Izagi de forcer les gens à faire face à leur passé, l'affronter, évoluer, pour pouvoir s'élever à un plus haut niveau et que lui gobe tout ça à la fin. Ça marche bien, il remporte littéralement tout. Alors, on est au volume 33. Là, on va partir sur une Coupe du Monde, normalement, de prévu. Et notre personnage principal vient de battre son rival actuel, Kaiser, son rival de longue date, Rin, d'être le meilleur buteur, d'être le meilleur personnage de toute la Neo East League et de gagner tous les matchs. Peut-être que ça va être compliqué de raconter d'autres choses sur le personnage en solo. On verra comment ça marche. En tout cas, on va s'approcher des résultats pour savoir qui sont les 22 élus pour l'équipe, sachant qu'ils ne sont pas non plus beaucoup plus nombreux à être nommés. On en connaît un dans ce volume-là, à voir les suivants. Et voilà, le volume est ok, parce qu'on termine l'arc, parce que c'est cool sur la reconstruction finale de Kaiser, parce que c'est cool sur la prise de pouvoir d'Izagi, parce que c'est ok autour de Ness et de Golimu, mais le truc de Rin, ça a juste allongé pour rien, c'était pas très intéressant.
les résultats vont tarder à arriver parce que le match va trop durer et parce que ça fait peur le statut actuel d'Inzaghi. On verra bien, mais en mélangeant tout ça, on se retrouve avec un A, ce qui est quand même bien. Et enfin, j'ai lu le 8e volume de Space Browsers, volume dans lequel on annonce à tous nos candidats lesquels sont finalement pris pour être astronautes. On nous tease un peu ses résultats en voyant d'abord Serika ultra heureuse, en train de danser, décrire sa joie dans le journal qu'elle offre à son père chaque année. C'est très mignon, c'est très touchant. On nous tease les mauvais résultats avec Mizoguchi, donc le rival de Kenji dans son groupe, qui a perdu à cause de la discussion avec les autres. Il est trop seul, il est trop confiant en lui-même uniquement, donc ça colle pas niveau cohabitation. Ok. Et ça nous fait un long teasing autour de Muta, parce qu'il a beaucoup de chance d'un coup, donc c'est quelque chose qui lui fait peur. Puis il a un gros coup de malchance, donc il est content, mais c'est parce qu'il est débile et coincé que sur le fait d'être né un mauvais jour. Il y a encore un petit parallèle à la con que j'aime bien. Il se cogne en étant content de son petit malheur, donc il a un sparadrap sur le front, comme littéralement toute l'équipe de Ibito qui ne gère pas très bien la pesanteur et se cogne au plafond, littéralement signe d'astronaute. Ça marche bien comme parallèle. Et surtout, très agréable comme moment de réalisation, parce que il est pris, ils font tous une conférence de presse pour se dévoiler au grand public, et il réalise OVC grâce à un mail reçu d'un ami qu'il a été pris et qu'il a enfin fait un grand pas en avant. C'est extrêmement touchant. Ils ont le soutien de tout le côté technique de la NASA, de la JAXA et tout ça, parce qu'ils sont tous là comme marchepied pour les lancer vers leurs rêves. C'est un peu mal dit, mais on a l'idée. Et voilà, on a notre petite bande d'aspirants. Ça fait plaisir. Très bon côté avec les résultats. Et ensuite, on retourne du côté de chez Ibito. Il est en vadrouille en duo avec Damien. Et à cause de l'écrasement des distances et du manque de repères, ils font une terrible chute dans une crevasse avec leur véhicule. Ils ont plus de communication et c'est directement la giga merde. Ils retrouvent la sonde Gibson qui avait plus ou moins disparu dans la zone. Damian est ultra blessé et il y a plein de sujets hyper intéressants d'un coup qui arrivent très vite parce qu'ils sont littéralement arrivés sur la Lune au volume précédent et que le seul truc qu'ils avaient fait jusqu'ici c'est se cogner au plafond. Et là d'un coup, une crevasse sans com avec un mec blessé, ça parle évidemment du fait d'abandonner l'autre, parce qu'il vaut mieux être sûr de sauver une vie que tenter d'en sauver une autre et d'en perdre deux. Ça parle de l'envie d'aider, parce qu'ils sont potes, parce qu'ils pensent avoir une chance, parce qu'il connaît son fils et plein de choses. Et ça met en démonstration le fait qu'on peut créer de grosses erreurs et de gros suraccidents en voulant aider dans ce genre de situation. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas à quel moment ce volume-là a perdu un poids entre les résultats qui marchent très bien avec un petit parallèle à la con et qui font plaisir à voir, notamment grâce au mail final, et ce début de moment très dur et très touchant entre Ibito et Damian. Peut-être que c'est encore le forcing sur la malchance et la chance. C'est la caractérisation de Muta, hein, évidemment, mais peut-être que c'est ça qui a fait perdre un petit point. Un chouille de longueur, un truc par-ci par-là. Je ne sais pas, c'est de toute façon les notes un peu à titre indicatif. Parce que là, j'ai rien trouvé de vraiment mauvais, mais sur le moment, j'ai dû perdre un petit moment. Pas très grave. Ça reste un volume excellent qui fait un peu peur pour la suite. Ah, et voilà, 5 épisodes sur 11 de terminés en 5 jours maintenant, parce que j'ai commencé lundi, je crois. C'est finalement pas si rapide. Hein, j'ai commencé avec 2, puis 1, puis 1, puis 1. C'est pas 5 en 5 jours du coup. Il y a un jour où j'ai dû faire 0. Trop bien. Le rythme de dingue. Ouais, donc ça va vite. Mais bon, on verra bien à combien j'en terminerai pour faire peut-être un rythme un peu rapide. Bref, dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode.
Si celui-ci vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnement, partage, commentaire, pouce bleu, étoile. Ce sera beaucoup d'aide, merci beaucoup. On se revoit d'ici quelques jours pour continuer notre sprint de rattrapage et se rapprocher de la fin du mois de juin. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à comme bientôt.